Et je vais donner la parole à Céline Louvet. Nous, on a une belle aventure qu'on mène avec Céline, qui est donc directrice d'une structure de l'APF, et puis qui cumule avec une activité de réseau, puisque c'est elle qui est responsable de nos réseaux terrain dans 3 secteurs, la personne âgée et les grandes dépendances, le secteur des personnes en situation de handicap, un secteur très varié, et un secteur qu'on met en place qui est les maladies mentales. Et pour les personnes qui le souhaitent, elles pourront accompagner nos déplacements sur le terrain, puisqu'on considère qu'un espace éthique, il ne va pas uniquement faire des réunions au ministère de la Santé ou à Lyon dans le Palais des Congrès. Et donc très régulièrement, on va sur le terrain à la rencontre des réalités que vivent et que pensent les professionnels. Donc le 27, par exemple, la semaine prochaine, on va dans un EHPAD à Cachan. Et je vous donne juste cette approche de ce que peut être une méthode qui, pour nous, en tant qu'espace éthique, nous permet aussi de nous enrichir. Donc, une structure nous contacte en disant, voilà, on aimerait faire une demi-journée d'éthique avec vous. Et il y a une concertation que mène Céline avec nos référents, le directeur, mais généralement la psychologue. Bref, une équipe se met en place et elle identifie la question qu'elle voudra nous présenter. Et donc là, ça va être les nouvelles technologies, vous savez, avec Paro, vous avez entendu parler de Paro, donc c'est effectivement, d'un point de vue éthique, quelque chose d'intéressant de savoir si... alors, est-ce qu'on pourra dire que c'est un robot ? C'est autre chose qu'un robot, c'est en tout cas quelque chose qui s'impose de plus en plus dans les pratiques, dans les EHPAD. Et la vraie question, c'est les nouvelles technologies, qu'est-ce qu'on a en pensée ? Donc, vous voyez, l'après-midi va être en 2 parties. Les équipes nous présentent un peu leurs problématiques d'une manière concrète. Là, on fait venir l'équipe Paro pour nous expliquer un peu la démarche méthodologique, scientifique. Et puis, dans un deuxième temps, des gens de l'espace éthique apportent des approfondissements au point de vue éthique. C'est plus transmission des savoirs. On l'a fait dans un autre EHPAD. C'était la question de la loyauté vis-à-vis des proches qu'on accueille dans un EHPAD. C'est-à-dire quelle est la responsabilité des professionnels également à accompagner les proches. Mais c'est toutes ces questions. Donc, ayez à cœur de faire vivre les questions éthiques autrement que d'un point de vue théorique. Et dernier point qu'on observe quand nous on se déplace, par exemple à Cachan, dans la grande banlieue, puisqu'on est espace éthique d'Île-de-France, des gens qui ne seraient jamais venus à une réunion d'éthique, ils descendent de leur service, et donc on va retrouver l'auxiliaire de vie qui, quelquefois, travaille en réseau avec l'établissement qui va mettre l'année à la porte, une aide-soignante qui n'aurait jamais été à une réunion d'éthique, il se passe quelque chose, il y a des gâteaux, des jus d'orange, du coca, elles descendent, et souvent c'est une manière pour les gens de s'approprier quelque chose dont ils ont l'impression que c'est tellement solennel, tellement compliqué, que c'est pas pour eux. Voilà, donc je vous donne aussi cet exemple. C'était pour introduire donc les propos de Céline. Bonjour à tous. Alors effectivement, moi je vais essentiellement vous parler de ma place de directrice de dispositifs intervenant au domicile, à l'APF, donc essentiellement autour du handicap. Donc entre hier et aujourd'hui, nous avons assez peu, je trouve, évoqué le terme de chronicité et le terme d'évolutivité. Ce sont 2 termes qui sont extrêmement importants dans la réflexion que l'on va mener dans l'accompagnement des personnes. Qui dit chronique dit une situation qui s'installe dans une temporalité longue, très longue, et qui va nécessiter une adaptation permanente en lien aussi avec l'évolutivité. Dans le service que je dirige, nous accompagnons des pathologies de type maladie de Parkinson, maladie de Huntington, sclérose en plaques, sclérose latérale amyotrophique. Pour vous donner un petit peu une idée du type de pathologie, très souvent des personnes malades jeunes, avec des jeunes enfants, vivant en couple. Donc un entourage structuré d'une manière construite, avec des projets, et d'un seul coup, tout est bousculé. Et le déséquilibre va être permanent et va impacter l'ensemble de ces acteurs. Nous, professionnels, nous arrivons, et notre présence même, quelle que soit la présence professionnelle, technique, va à nouveau déséquilibrer. Suite à l'annonce du diagnostic, les services n'interviennent pas forcément immédiatement, il y a déjà du temps avant que nous intervenions. Et nous sommes perpétuellement en train de déséquilibrer, à la fois par l'évolutivité, à la fois par la somme des compétences, par la somme des personnes elles-mêmes professionnelles qui interviennent,
ce qui crée pour tous les acteurs, la personne malade, pour qui nous intervenons, pour son entourage et pour les professionnels, une forme d'insécurité psychique qui crée une fragilité et qui demande du questionnement permanent qu'il faut favoriser. Et je pense que c'est ce qui a déjà été dit. Nous avons, en tant que manager, un peu, alors certes le directeur, mais aussi les chefs de service, les infirmières coordinatrices des différentes structures, nous avons la responsabilité d'offrir des espaces concrets, clairement identifiés, mais aussi parfois informels, qui vont permettre à chacun de pouvoir venir poser la question et surtout le créer dans une confiance, parce que parfois il y a des choses dont on a difficulté à parler. Alors ce domicile, effectivement, il est malgré tout avec une certaine spécificité qu'on retrouvera dans l'institution, mais quand même des choses très spécifiques, et notamment ce jeu de l'intime qui se joue à travers l'ensemble des relations. Toutes les relations qui se jouent au domicile avec les différents acteurs sont autour de l'intime, parce qu'on rentre dans l'intimité d'un lieu qui est porteur de toute une histoire. Même quand on oblige une personne par la situation à déménager parce que son logement n'étant plus accessible et qu'au niveau moteur, elle est très en difficulté et que pour garder son autonomie, elle doit déménager, ce nouveau logement, il est déjà, d'entrée de jeu, porteur de cette histoire de « j'étais valide et je perds mon autonomie ». Donc on est toujours dans une histoire très intime de la personne, de ce qu'elle reste comme personne, en plus de la situation de handicap et de maladie, puisque la maladie ne détruit pas la personne, elle se greffe sur elle, elle rentre dans les différentes sphères de sa personne, de sa personnalité, de son corps, de son psychisme, mais elle vient en plus, elle va peut-être certes la modifier, mais la personne reste une personne à part entière, et son entourage aussi. Nous accompagnons beaucoup de questions autour de la parentalité. Alors la parentalité à différents niveaux. Est-ce que le désir d'enfant, l'enfant présent, c'est-à-dire la grossesse et la naissance, mais aussi le rôle parental quand on est parent en situation de handicap lié à une maladie neurodégénérative, neuroévolutive, donc qui va s'aggraver, comment garder mon rôle de parent. Donc on est vraiment dans des situations où sans arrêt, on est questionné sur des questions que se posent eux-mêmes les professionnels. Quand on est parent d'adolescents, par exemple, on se pose des questions, on n'a pas besoin d'être en situation de maladie ou de handicap pour se questionner sur notre rôle de parent et comment on peut continuer à accompagner nos enfants. Donc on se rend compte que dans l'intimité de ce qui se joue dans la relation, se joue aussi de personne à personne, et pas que de professionnel à personne accompagnée. Il y a des choses qui se jouent de l'ordre de l'affectif, de la relation qui se tisse, et souvent les professionnels ne se sentent pas autorisés à parler de ça. Et je pense qu'un des dilemmes éthiques, c'est-à-dire qu'au-delà même des questionnements éthiques sur lesquels on peut effectivement s'appuyer en termes de fonctionnement, de procédure, pour créer une démarche, une dynamique, il y a aussi ces dilemmes éthiques dont chacun de sa place va être porteur au moment de l'accompagnement, au moment de la présence à l'autre, comme dirait Marcel Nuss, cette présence vraiment qui va chercher quelque chose de chacun, d'intrinsèque à chacun, et qui fait écho ou qui ne fait pas écho. Et on se rend compte souvent que dans les relations, cette dimension, cette part d'affect, elle est extrêmement importante à prendre en compte et qu'on se doit de permettre aux professionnels de les parler, de les signifier. Même aux professionnels libéraux, dans les services comme les SAMSA, comme celui que je dirige, nous avons essentiellement un rôle de coordination. Ce rôle de coordination, il se caractérise essentiellement par le rôle d'éviter toute rupture dans le parcours de la personne. Alors parcours de soins, de santé, parcours social, parcours affectif. On est vraiment dans la coordination des différents acteurs au cours du temps qui vont rentrer et sortir de sa vie pour assurer une continuité la plus
sécurisante et sécurisée possible et sans arrêt adaptée à l'évolution de la situation de la personne. On sait très bien que quand on est atteint d'une maladie neurodégénérative diagnostiquée à 40 ans, ça fragilise beaucoup le couple, quand couple il y a. Et on peut arriver à des ruptures. Et nous, voilà, on doit accompagner ça, on doit peut-être orienter vers de la médiation familiale, vers un conseiller conjugal, des choses qui sont de l'ordre du prendre soin. Et ces questions-là, dans la coordination, on doit aller chercher tous ces professionnels qui sont seuls, qui, eux, n'ont pas forcément d'interlocuteurs auprès de qui aller poser ces questions. On a, par exemple, des infirmières libérales qui se surinvestissent dans des situations. Comment les aider à identifier ce surinvestissement, à pouvoir le réguler sans jamais le juger, mais leur permettre d'avoir des espaces où elles se sentent aussi existantes dans un dispositif, dans du lien. Et le rôle de service comme celui que je dirige, c'est celui-ci. C'est vraiment permettre du lien entre l'ensemble des acteurs. Sachant quand même, on se retrouve confronté, alors moi, mais aussi l'ensemble de mon équipe, selon les différentes strates où ça se joue, à l'articulation de différents droits. Le droit du travail pour les uns, le droit de la personne et du respect de son niveau d'exigence de qualité de prestation, ce que nous sommes obligés de mettre en place par les obligations qui sont réglementaires et qui sont issues de nos différents décrets ou des différentes recommandations. Et donc très concrètement, nous sommes sans arrêt dans ces dilemmes. Comment ne pas créer de la précarité psychique accentuée avec des risques psychosociaux auprès de personnels qui sont en grande souffrance parce qu'ils n'osent pas dire qu'effectivement, ils laissent leur enfant seul le soir pour satisfaire la continuité de soins parce qu'une collègue est absente et qu'il faut aller chez Madame Dupont, qui, si elle n'a pas un certain accompagnement le soir, dormira dans son fauteuil. Donc on se rend compte que très concrètement, pouvoir apporter une qualité de prise en considération des besoins d'une personne atteinte d'une maladie neurodégénérative, c'est extrêmement complexe parce que ce n'est pas simplement entre son besoin et la satisfaction du besoin que ça se joue. C'est prendre en compte l'ensemble des acteurs, l'ensemble des besoins des acteurs. Est-ce qu'ils sont en capacité et est-ce qu'ils ont les espaces pour pouvoir exprimer ces besoins? Est-ce qu'un manager, un directeur, offre à son équipe la possibilité de dire « Moi, cette dame qui a 30 ans, qui est atteinte d'une sclérose en plaques et qui est déjà totalement grabataire, moi j'ai 30 ans, c'est insupportable pour moi. Moi, quand je la vois, je me culpabilise d'être en pleine santé, j'ai peur d'un jour être comme elle, ça m'est insupportable d'y aller. » Et on n'est pas forcément dans une compétence technique de soins quotidiens de type infirmière ou aide-soignante. Ce peut être une psychologue, une ergothérapeute, un travailleur social. Et je trouve que ces questions-là, souvent, elles ne sont pas assez évoquées dans la construction de nos accompagnements, je dirais, bilatéraux. C'est-à-dire accompagner les professionnels et accompagner en même temps les personnes en situation de handicap évolutif. On a, je crois, en plus, cette fragilité, elle se chronicise. On est dans la chronicité de la maladie, mais on est aussi dans la chronicité des relations, du système, des dispositifs, puisqu'on est dans quelque chose de pérenne. Et finalement, comment ne pas rentrer dans une certaine forme d'habitude par rapport à ça? Là encore, les enjeux éthiques, c'est comment questionner nos habitudes. Est-ce que nos habitudes, là encore, elles sont justes? Est-ce qu'elles sont équitables? Comment faire rentrer du singulier dans du pluriel et du pluriel dans du singulier? Comment faire en sorte de rester dans une dimension collective, puisque chaque professionnel, notamment par exemple dans le SAMSA, on accompagne 60 personnes simultanément. C'est 60 histoires complètement différentes. C'est 60 histoires singulières. Mais en même temps, pour nous, dans nos réflexions, c'est aussi du collectif. C'est aussi la prise en compte de l'ensemble de ces situations pour pouvoir essayer d'avoir des règles un petit peu de conduite qu'on adaptera ensuite de façon casuistique à chaque situation.
Et en fait, je pense que ce qu'on sous-estime souvent dans le domicile, c'est l'ampleur des dilemmes, l'ampleur des niveaux d'action et l'ampleur de ces petits détails qui sont des questionnements éthiques. Parce que c'est vraiment dans le détail du quotidien, dans cette somme de détails, que les questions sont souvent les plus profondes. Parce que finalement, se déplacer au domicile, aller effectuer une toilette, une aide au repas, aller faire une sortie avec la personne, les professionnels le font, aller faire une évaluation en ergothérapie des besoins de la personne en aide technique. Voilà, on est sur de la technicité et après, bon, il y a des compétences techniques à améliorer en se formant, mais je pense que les questions vraiment de qualité de prestation et d'éthique ne se jouent pas à ce niveau-là. Elles se jouent vraiment dans quelle est la relation qui se noue, la relation de confiance, mais aussi une relation qui est contractualisée, puisque la loi du 2 janvier 2002 nous oblige aussi à contractualiser nos interventions. Donc, qui dit contrat dit deux parties qui ont chacune des droits et des devoirs. Comment oser rappeler ces devoirs à la personne en situation de vulnérabilité? Est-ce que parfois on n'est pas prisonnier en tant que professionnel d'une prise de pouvoir de la personne au détriment peut-être parfois d'autres qui n'osent pas prendre ce pouvoir? Et là encore, comment allier le singulier au collectif? Donc concrètement, je pense qu'on est dans un maillage et que c'est extrêmement compliqué de pouvoir sortir une ligne éthique bien franche. Elle est sans arrêt questionnée, mais par contre, avoir l'éthique du risque en tête, l'éthique du risque de la relation, du risque de la rupture, du risque de la qualité, qui va être bonne ou moins bonne, le risque de la subjectivité qu'on doit complètement admettre comme étant un facteur professionnel, un facteur de relation et un facteur de qualité. Parce que pouvoir dire « là je ne peux pas », ça fait trop écho à des choses intimes chez moi et qu'en tant que professionnel, je suis autorisée à le dire et j'améliore ainsi et le travail d'équipe et la qualité de la prestation fournie. Être en capacité, quand on est en personne vulnérable, de dire effectivement je suis entre guillemets bénéficiaire, voire client d'un service, mais il y a d'autres personnes que moi dans le service et je peux aussi faire preuve de solidarité et je peux prendre la responsabilité de cette solidarité parce que c'est encore quelque chose qui me permet de faire partie d'un collectif, même isolé chez moi, en tenant compte de ces autres qui ont également besoin de prestations. Donc je crois que c'est extrêmement complexe. Et cette complexité, elle ne doit pas nous faire peur. On doit justement l'affronter avec humilité et avec une méthodologie qui est celle de prendre le risque de dire les choses et accepter, quand on est manager, quand on accompagne des équipes, d'accepter d'entendre ça, voire de favoriser cette expression. Je pense que c'est ainsi qu'on arrivera à toucher toutes ces personnes qui sont vulnérables et qui ont besoin qu'on les identifie encore comme des personnes. C'est aussi donner en miroir l'identification des professionnels, pas uniquement comme des professionnels, mais aussi comme des personnes à part entière. Voilà, merci.